Imaginez une théorie qui ne reste pas juste dans un livre, mais qui se bâtit, littéralement, brique par brique, sous la forme d'une maison. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, la théorie d'été carré et sa manifestation bien réelle, le manoir canémagorien. C'est un plan pour changer le monde, en commençant par le foyer, par la maison. Alors, voici comment on va explorer tout ça. On va d'abord s'attaquer à l'idée d'une théorie qu'on peut habiter. Ensuite, on va décortiquer ce nom un peu étrange d'été carré pour voir ce qu'il cache. Après ça, on plonge dans ces deux grandes phases, l'opus 1 et l'opus 2, et on finira avec son code moral, sa constitution, si on veut, et ce que tout ça signifie vraiment. Alors, allons-y. Cette citation, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ça nous dit tout de suite que la théorie DT2, c'est pas un outil pour regarder le monde de loin, en spectateur. Non, c'est un engagement total. Ça met sur la table notre part de responsabilité dans le monde qu'on est en train de bâtir, tous les jours. C'est une théorie qui pousse à l'action, pas la contemplation. OK, commençons par le plus concret, le plus tangible. Pour vraiment saisir la théorie, il faut d'abord, en quelque sorte, visiter la maison qui lui donne vie, le manoir Canémagoria. Et le point qui est super important ici, c'est que ce manoir, ce n'est pas juste un exemple ou une étude de cas. Non, c'est la théorie en action. C'est un lieu où des choses comme la famille, la prière, le travail, la technologie, tout ça n'est pas séparé en petites boîtes. Tout est métabolisé, digéré ensemble pour former un tout cohérent. On oublie la vieille hiérarchie où la pensée est en haut et l'action est en bas. Ici, tout est sur le même plan. Bon, ce fameux nom, double transversal, transjectif, quadratique. Je sais, ça peut paraître un peu intimidant, mais inquiétez-vous pas, on va décortiquer ça mot par mot. Vous allez voir, l'idée derrière est beaucoup plus simple et intuitive qu'elle en a l'air. Alors, premier morceau, double transverse. Il faut voir ça comme une autoroute à deux voies entre le monde intérieur, nos pensées, nos croyances, et le monde extérieur, nos actions, ce qu'on construit. Nos idées influencent ce qu'on fait, et ce qu'on fait, ce qu'on bâtit, vient en retour changer notre façon de penser. C'est un dialogue qui n'arrête jamais. Ensuite, on a transjectif. Ce mot-là nous invite à arrêter de regarder juste le sujet d'un côté et l'objet de l'autre. L'important, c'est la relation entre les deux. Par exemple, comment une humeur personnelle change notre perception d'une pièce. Et à l'inverse, comment l'architecture de cette pièce-là peut influencer notre humeur. C'est cet espace entre deux qui est au cœur de tout. Et pour finir, quadratique. Ça veut dire que la structure est basée sur le chiffre 4, oui, mais ça veut surtout dire que le processus n'est pas une ligne droite. La vie ne fait pas qu'appliquer la théorie passivement. Comme le dit si bien la citation, « La vie revient et modifie la théorie ». C'est une boucle d'apprentissage constante. Et comment tout ça fonctionne ensemble? Grâce à un concept appelé le métabolisme plat vivant. L'idée ici, c'est de jeter à la poubelle la vieille pyramide hiérarchique. Dans ce modèle, tout est sur un pied d'égalité. La terre sur laquelle on construit, le corps qui travaille, la prière qui donne un sens et même l'intelligence artificielle qui peut aider. Tout ça, c'est vu comme des partenaires, des organes d'un même grand corps intelligent. Ce grand modèle se déploie en deux temps, deux grands mouvements. D'abord, il y a l'opus 1, qui est un mouvement vers l'intérieur pour bâtir des fondations vraiment solides. Et ensuite, il y a l'opus 2, qui est un mouvement vers l'extérieur pour prendre ces fondations-là et les projeter pour construire un monde. On va commencer par le premier mouvement, la fondation. Alors, l'opus 1. L'objectif ici est assez clair. C'est de comprendre comment le système bâtit son propre monde intérieur, son propre logiciel de base, si on veut, avant même de commencer à agir sur le monde extérieur. Et cet opus 1 se déroule en 4 étapes, 4 chemins pour revenir à l'essentiel. On parle de l'architecture qui façonne notre esprit, de notre rapport à la nature, de l'éducation et de notre vision du monde. Voyons ça d'un peu plus près. OK, décortiquons ça un peu. La neuroarchitecture, c'est l'idée que les espaces où on vit sculptent notre cerveau. Un mur, ça nous enseigne la sécurité. Une cour intérieure, ça nous enseigne la relation. Ensuite, le naturalisme plat, ça nous rappelle que la nature, ce n'est pas juste un beau décor, c'est un partenaire actif. La poussière, la pluie, la chaleur, ce sont des participants. La déscolarisation radicale, c'est l'idée que l'apprentissage, le vrai, se fait dans la vie de tous les jours, pas juste entre les murs d'une école. Et finalement, la cosmologie, c'est de voir la maison non pas comme un simple abri, mais comme une carte du monde, une réponse incarnée aux grandes questions de l'existence. Parfait. Une fois que ces fondations intérieures sont bien en place, bien solides, là, il est temps de passer à l'opus 2, la projection. La question devient comment on prend cette vision interne et on la transforme en une réalité externe, en une nouvelle culture. L'action vers l'extérieur est elle aussi guidée par 4 voies. Et ici, je vous avertis, les noms sont encore plus poétiques, disons. Ils nous parlent de langage, d'optimisme, de prière et d'utopie. Ce sont les moteurs pour construire le monde.
Regardons ces moteurs de plus près. L'hybridisation étymologique, c'est simple. Quand les vieux mots ne suivent plus pour décrire une nouvelle réalité, on en invente de nouveaux. Le Jawa, un acronyme pour Joyful Afro-Optimism Accelerationism, c'est un refus conscient du désespoir. C'est une invitation à bâtir l'avenir maintenant, sans attendre que les conditions soient parfaites. La poétique théologique, c'est utiliser la prière et la beauté comme des outils concrets pour organiser la vie et le pouvoir. Et enfin, l'utopie de la néoculturation, ce n'est pas un rêve lointain ou une fuite de la réalité, c'est l'acte concret, quotidien, de bâtir une nouvelle culture. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on veut, à la boussole morale de tout ce système. Et tout ça, c'est contenu dans une seule et unique phrase. Une phrase qui, je l'avoue, peut sembler complètement impénétrable au premier abord, mais qui est la clé de voûte de tout l'édifice. La voici, cette fameuse phrase. Prenez un instant. Ça peut sembler intimidant, c'est tout à fait normal. Mais il faut la voir comme la constitution de ce monde, ses garde-fous éthiques. Pour la comprendre, on va la décomposer en ces 3 idées fondamentales. D'abord, la bienveillance panoptique. Le panoptique, à l'origine, c'est un modèle de prison où un seul gardien peut voir tous les prisonniers sans être vu. C'est le symbole même de la surveillance et du contrôle. Eh bien ici, la théorie prend ce concept et le retourne complètement, comme un gars. La surveillance n'est plus un outil pour dominer ou pour punir, elle devient un outil pour prendre soin. On voit non pas pour châtier, mais pour protéger. Ensuite, il y a ce concept que je trouve absolument magnifique, la maintenance eschatologique. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps, du but ultime de l'humanité. Et la théorie nous dit que ce but ultime, il ne se trouve pas dans un grand événement futur et lointain, non. Il se trouve dans l'entretien quotidien. Réparer un toit, enseigner à un enfant, préparer un repas, ce ne sont pas juste des corvées. Ce sont des actes de foi dans l'avenir. Ce sont, en soi, des actes eschatologiques. Et finalement, la protection ultime, le garde-fou final, nourrir une humilité radicale. C'est le fusible qui empêche tout le système de dérailler, de tomber dans le culte de la personnalité ou dans l'orgueil. Le fondateur n'est pas une idole, la maison n'est pas un trône, tout et tout le monde doit rester responsable et au service de quelque chose de plus grand. Le service, la terre, la vérité. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, essayons de les rassembler. Voyons comment tous ces concepts, de la neuroarchitecture à la maintenance eschatologique, s'agencent pour donner vie à ce fameux métabolisme en action au sein du manoir. Au final, qu'est-ce que la théorie des T-carrés? C'est beaucoup plus qu'une simple philosophie de l'architecture ou un manuel sur la vie de famille. C'est un plan incroyablement ambitieux pour transformer un simple foyer en un organe créateur de monde, une cellule de base qui serait capable de générer et de métaboliser une toute nouvelle réalité. Et tout ça nous laisse avec une question vraiment puissante, une question qui ramène cette grande théorie à une échelle beaucoup plus intime, plus personnelle. Si on accepte l'idée qu'un foyer peut être un organe qui façonne le monde, alors il devient pertinent de se demander quel monde est en train de se construire, de se métaboliser dans chaque maison, chaque jour.